Très bien. Famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Barcelone. Dans cette vidéo, nous avons des nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première nouvelle. Le FC Barcelone est en pleine ébullition sur le marché des transferts et un nom résonne fortement dans les bureaux du club catalan, Théo Hernandez. Le latéral gauche français, actuellement au Milan, est devenu l'un des grands objectifs de l'équipe blaugrana pour renforcer une zone clé du terrain et élever le niveau compétitif de l'équipe en vue d'une saison pleine d'ambition. Au club, il est clairement perçu que Théo n'est pas une opportunité de plus sur le marché, mais un recrutement stratégique, un mouvement présent et futur qui répond à un pari sportif de grande envergure. Depuis l'entourage du joueur, une information très révélatrice a été divulguée. Théo Hernandez veut jouer pour le Barcelone. Sa décision est ferme, malgré les offres mirifiques du football saoudien qui le séduisent avec des chiffres astronomiques, doublant ou triplant ce qu'il pourrait percevoir en Europe. Le latéral français a une priorité claire à ce stade de sa carrière. Concourir au plus haut niveau, remporter des titres prestigieux et continuer à grandir dans un contexte footballistique exigeant et d'excellence technique. Et pour Théo, cela signifie une seule chose, jouer pour le Barcelone. Le club blaugrana, conscient du désir du footballeur, a déjà activé tous les leviers possibles pour étudier la faisabilité de l'opération. Depuis la direction sportive, on considère que le recrutement de Théo Hernandez mérite l'effort, tant sur le plan économique que sportif. Les conversations initiales entre les parties ont déjà eu lieu, et bien que des détails restent à concrétiser, la prédisposition du joueur a été accueillie avec enthousiasme dans les bureaux du club. Le Barcelone est prêt à faire un effort important pour intégrer le latéral, conscient qu'il s'agit d'un footballeur différentiel à son poste, avec des conditions physiques et techniques qui le placent parmi les meilleurs au monde. Sa vitesse, sa puissance en 1 contre 1, sa capacité de projection, son flair offensif et sa rigueur défensive en font un profil très difficile à trouver sur le marché. Ce n'est pas un hasard si les grands clubs européens le surveillent également, mais c'est le Barcelone qui mise le plus fort sur lui. Sur le plan personnel, Théo sent qu'il a accompli un cycle au Milan après plusieurs saisons en tant que titulaire indiscutable, portant même le brassard de capitaine à certaines occasions et s'étant consolidé comme l'un des leaders du vestiaire. Le Français croit que le moment est venu de faire un saut qualitatif dans sa carrière. Le Barcelone représente pour lui ce défi supérieur, une destination qui allie tradition, compétitivité, histoire et une identité footballistique avec laquelle il se sent pleinement identifié. Au club, on est pleinement conscient que le recrutement ne sera pas simple. Le Milan ne veut pas se séparer de l'une de ses grandes figures et exigera un montant de transfert à la hauteur du statut du joueur. Cependant, le Barcelone a confiance en sa capacité à structurer une opération intelligente, basée sur des paiements échelonnés et des formules qui permettent d'intégrer le recrutement dans la planification économique actuelle. L'objectif est clair, intégrer Théo Hernandez sans compromettre la stabilité financière, mais en démontrant de l'ambition et du muscle sportif. La priorité que Théo a accordée au Barcelone, au-dessus des propositions multimillionnaires de l'Arabie Saoudite, a généré un immense respect au club. À une époque où de nombreux footballeurs privilégient les contrats millionnaires au-dessus du défi sportif, l'attitude du Français a été perçue comme une preuve de caractère, de professionnalisme et de conviction. Depuis le vestiaire, l'équipe technique et les supporters, le message a été reçu. Théo veut jouer pour le Barcelone et est prêt à attendre pour y parvenir. L'opération est en marche. Le joueur a déjà transmis à son entourage que sa première option est d'atterrir au camp de cet été même. La machinerie blaugrana s'est activée. Les rapports techniques approuvent son intégration et les conversations avec son entourage ont clairement montré qu'il existe une syntonie totale entre les deux parties. Le Barcelone a trouvé en Théo un renforcement qui va au-delà du sportif. C'est une déclaration d'intention, un pari clair pour la qualité, l'engagement, l'ambition et le profil dont le club a besoin pour revenir concourir parmi les grands d'Europe. Tactiquement, Théo s'intègre comme un gant dans le modèle de jeu blaugrana. Sa capacité à se joindre à l'attaque, à offrir de l'ampleur, à briser les lignes avec ses dribbles, à créer des supériorités sur les côtés et à générer du danger dans le dernier tiers du terrain en font une arme déséquilibrante. Mais il ne brille pas seulement en phase offensive. Son envergure, sa lecture tactique et sa vitesse lui permettent d'être également un défenseur fiable, capable de neutraliser des ailiers de premier niveau et de corriger des situations de danger avec solvabilité. C'est un footballeur complet, moderne et avec un caractère compétitif, exactement ce dont le Barcelone a besoin pour renforcer sa défense. La conclusion de l'opération aurait également un impact médiatique important. Ce serait un message direct au monde du football. Le Barcelone est vivant, continue d'attirer les grands noms et reste une destination préférée pour les stars.
Dans un contexte où le football européen lutte pour retenir le talent face aux géants économiques des autres ligues, le fait que des joueurs comme Théo choisissent l'écusson Blaugrana au-dessus de l'argent en dit long sur le prestige et le magnétisme que le club possède encore. La direction sportive a confiance en la conclusion de l'accord le plus tôt possible. Les conversations avec l'entourage du joueur ont été fluides et la prochaine étape sera d'avancer dans une négociation directe avec le Milan. À ce stade, le rôle du footballeur sera fondamental. Si Théo exprime clairement son désir de porter le bleu et le grenat, le club italien pourrait se montrer plus réceptif à négocier les conditions favorables. Le Barcelone, de son côté, fait déjà ses devoirs pour préparer une offre qui convaincra toutes les parties. Ce mouvement s'inscrit également dans un plan plus large. Construire un effectif compétitif avec des profils polyvalents, jeunes mais expérimentés, capables de répondre tant en Liga qu'en Europe. Le recrutement de Théo représenterait un pas en avant dans cet objectif, élevant le niveau général de l'équipe et apportant une solution de premier niveau dans une zone qui a été un sujet d'attention pendant plusieurs saisons. Les supporters du Barça, toujours exigeants mais aussi rêveurs, commencent déjà à s'enthousiasmer pour l'idée. Théo Hernandez n'est pas seulement un grand footballeur, c'est un joueur qui génère de l'impact, qui soulève le public, qui transmet de l'énergie et qui peut devenir une référence tant sur le terrain qu'en dehors. Son arrivée ne passerait pas inaperçue et élèverait le moral d'un public qui attend avec impatience une saison de succès et de grandes nuits européennes. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Le Barcelone aborde la ligne droite du marché estival avec une attention maximale pour construire un effectif qui combine talent, cohérence et durabilité, loin des recrutements pour l'impact médiatique ou les impulsions externes. Dans ce contexte, un nom inattendu a émergé, générant un certain remous dans les médias et suscitant des conversations dans l'environnement blaugrana, Viktor Gyökeres. L'attaquant suédois, qui a brillé en Liga portugaise et qui intéresse maintenant des équipes de haut niveau en Europe, a été officiellement offert au Barcelone, comme l'ont confirmé des sources proches du club. Même la presse portugaise s'en est fait l'écho, situant Victor au camp nous comme nouveau recrutement blaugrana. Cependant, la direction sportive et le président Joan Laporta maintiennent une position très claire. Ce n'est pas une priorité et son incorporation n'est pas envisagée dans un plan stratégique qui se base sur le renforcement d'autres zones du terrain. L'offre a été faite lors d'une série de contacts discrets mais suffisants pour parvenir à la connaissance du plus haut responsable du club. Dans l'entourage du joueur, on assure qu'il existe un intérêt réel à changer de ligue, à relever un nouveau défi en Espagne, à faire partie de l'histoire d'un club avec une identité, des aspirations européennes et une base de supporters qui soutient chaque décision. Victor voit dans le camp nous non pas une destination ambitieuse et en accord avec sa progression, et depuis son entourage, un message clair a été transmis. Il veut représenter le Barcelone. Ce désir a généré certains échos dans les bureaux, mais n'a pas suffi à changer une planification qui, jusqu'à présent, exclut les incorporations de profils buteurs si elles ne répondent pas à des objectifs tactiques et stratégiques très concrets. Il est indéniable que Victor jouit d'une réputation croissante. Lors de sa dernière saison au Portugal, il a dépassé la vingtaine de buts et a contribué avec plusieurs passes décisives, démontrant une capacité de finition, un bon positionnement dans la surface et une présence physique, un délice pour toute équipe cherchant une force offensive. La presse de son pays n'a pas tardé à souligner ses performances avec des titres comme Victor en route vers le camp où Barcelone tente le recrutement de Gyökeres. Cela a créé une certaine attente médiatique qui, dans certains cercles de supporters, a allumé l'enthousiasme à l'idée de compter sur un attaquant qui combine jeunesse, puissance et capacité de résolution. Cependant, dans le bureau présidentiel, une lecture prudente a été faite. Joan Laporta a signalé que le club ne recrutera pas sous la pression ou par influence extérieure dans une étape marquée par l'austérité responsable. Chaque incorporation doit répondre à des besoins spécifiques identifiés au préalable. Dans ce cas, l'équipe technique et la direction sportive s'accordent à dire qu'il n'y a pas d'urgence à renforcer l'attaque avec un bélier de ces caractéristiques. La priorité actuelle est de renforcer le milieu de terrain créatif, de soutenir la défense avec une présence physique et une rotation, ou de potentialiser les ailes avec des joueurs capables de combiner polyvalence, verticalité et adaptation immédiate au style de jeu. Un autre facteur important a été l'analyse technique. Victor est un buteur, oui, mais son adaptation à un système combinatoire avec une mobilité constante, un échange de positions et une pression haute génèrent des doutes. Les rapports internes indiquent que son apport défensif est limité, qu'il n'a pas été vu se déplacer autant en dehors de la surface et qu'il y a une marge d'amélioration en ce qui concerne la participation aux phases de construction. Ce manque d'ajustement tactique le place en dehors du profil recherché, surtout lorsque le club compte déjà sur des joueurs capables d'apporter des buts depuis l'attaque, bien qu'avec d'autres caractéristiques. Investir des ressources pour renforcer la même zone avec un profil similaire ne répond pas à un besoin programmé. La situation économique du club joue également un rôle déterminant.
Les opérations pour renforcer l'effectif sont pensées avec des mécanismes d'efficacité salariale, des paiements fractionnés, des prêts avec options et des performances. Dépenser une somme pertinente pour un buteur lorsque le plan est d'équilibrer et de faire tourner l'effectif ne s'ajuste pas à la philosophie actuelle. Laporta a insisté sur le fait que le club doit investir dans ce qui change réellement le rythme de l'équipe. Pour l'instant, il ne semble pas qu'un attaquant soit ce levier. La structure salariale et le fair-play financier conduisent à prioriser les recrutements d'impact dans d'autres positions. Il est également spéculé sur d'autres raisons tactiques. À Barcelone, on cherche un meneur créatif capable de s'associer, de changer de rythme et de briser les lignes avec le ballon. Il est également valorisé de faire tourner des liens offensifs sur les côtés ou de renforcer un flanc avec des arrivées depuis l'arrière. Un attaquant de surface pure n'est pas considéré comme adéquat pour cette dynamique d'attaque fluide et combinative. Par conséquent, bien que Victor puisse fonctionner comme un finisseur, son apport en dehors de la surface et dans les phases de construction est moins bien évalué. Dans ces rapports, la réponse des supporters a été variée. Sur les réseaux sociaux et les forums, des conversations ont émergé entre ceux qui défendent une incorporation avec un but immédiat, une promptitude dans la surface, et ceux qui rappellent que les priorités sont dans d'autres zones. La question posée aux supporters est claire. Vaut-il la peine d'investir dans un attaquant de surface lorsque la priorité est de potentialiser la création ou la défense? Et aussi, Victor laisse-t-il suffisamment de marge pour concourir en Europe ou serait-il un joueur de plus dans l'attaque? Dans ce sens, une partie des supporters se demande si le niveau exigé peut être soutenu avec un effectif pensé pour faire tourner, pour échanger des positions et pour jouer à la limite du style. Si le club recrute un bélier fixe, on perd de la mobilité et de la fraîcheur. Cela bénéficierait davantage d'un attaquant avec plus de polyvalence ou même de miser sur un talent frais qui n'a pas encore explosé à un prix contenu. L'offre médiatique peut exister, l'intérêt du joueur également, mais la direction sportive a décidé de maintenir intact le focus initial. On peut négocier, prendre contact, mais il n'existe aucun accord ni volonté ferme d'enchérir, sauf si de nouveaux facteurs émergent, une réduction du coût, une demande explicite de l'équipe technique avec des arguments footballistiques solides. Ce marché oblige à avoir du courage, une vision stratégique et de la patience. Le Barcelone le sait et, pour l'instant, a décidé d'être sélectif, mais l'opinion de chaque culé compte et construit. Le ballon est dans les bureaux, mais la voix des supporters est une partie fondamentale du chemin. Collaborez à ce processus. Préférez-vous que le club cherche un créateur, un défenseur ou qu'il fasse un pas pour un buteur comme Victor? La troisième nouvelle concerne une possible surprise dans notre club. Le Barcelone est immergé dans une intense activité lors de la fenêtre des transferts, explorant de multiples possibilités pour renforcer l'équipe avec du talent de premier niveau dans un profil économique et sportif qui s'ajuste aux objectifs du projet. Dans ce scénario, un nom a émergé, générant un certain remous dans les bureaux et dans certains secteurs de l'environnement culé, Luis Diaz. L'ailier colombien, actuellement en Premier League, a surpris en étant offert au Barcelone ces derniers jours. Son agent et son entourage le plus proche ont transmis directement au club le désir ferme du joueur. Il veut porter le maillot blaugrana. Depuis cette nouvelle, les supporters et les analystes culés ont commencé à débattre pour savoir si ce recrutement serait une alternative intéressante ou s'il ne s'ajusterait pas, au contraire, avec les priorités sportives et la planification actuelle. L'offre est arrivée par des contacts et des canaux informels, mais avec suffisamment de poids pour atteindre la table même du président Joan Laporta et de la direction sportive. Le message était clair. Luis Diaz rêve de jouer pour le Barcelone, peut-être plus qu'une opportunité impulsive de marché. C'est un pari ambitieux du joueur pour se joindre à un nouveau défi en Espagne, un pays qu'il connaît déjà, mais dans un environnement différent, marqué par l'exigence de la compétition et la passion culée. Diaz arrive avec une trajectoire en croissance. Après une saison solide en Angleterre avec 17 buts et de nombreuses performances décisives pour son équipe, montrant du débordement, de la vitesse, un changement de rythme et la capacité à résoudre des duels individuels. Cependant, et malgré la prédisposition du joueur et les qualités sportives qu'il offre, la posture initiale au sein du Barcelone n'est pas aussi enthousiaste qu'on pourrait l'imaginer. Laporta ne voit pas comme prioritaire le recrutement de Luis Diaz, bien qu'il apprécie sa qualité, sa capacité de débordement et sa trajectoire. Le président et la direction sportive considèrent qu'il y a d'autres positions dans lesquelles il est plus urgent d'investir des ressources. De plus, il signale que Diaz ne s'ajuste pas exactement à l'idée actuelle de l'équipe technique et au type de profil qu'il cherche à incorporer. Bien qu'il soit un joueur de qualité, ils estiment qu'il ne correspond pas à la définition stricte de renforcer une zone considérée comme prioritaire. Un autre aspect crucial qui entre en jeu est l'économie.
Le Barcelone aborde sa planification avec une philosophie d'équilibre fiscal, évitant des opérations excessivement coûteuses qui pourraient mettre en danger la stabilité financière du club. En ce sens, l'opération pour Diaz représenterait un coût élevé, tant pour le transfert que pour le salaire que le joueur pourrait exiger. Bien qu'aucun chiffre officiel n'ait été divulgué, on estime que Liverpool demanderait une somme très élevée, étant donné son importance dans l'effectif et l'impact qu'il a eu sur ses performances. Ce coût élevé est précisément ce qui, selon des sources internes du club, penche la balance vers la prudence et la priorisation d'autres positions où l'investissement serait plus déterminant. La direction sportive, dans son analyse technique, a évalué en détail la performance du Colombien. Sa saison en Angleterre a été bonne, mais la comparer avec d'autres candidats a révélé certains doutes. Par moments, il a montré de l'irrégularité, n'a pas toujours maintenu un niveau de finition dans le dernier tiers du terrain, et son influence dans certains matchs a été moins constante que celle d'autres joueurs qui apparaissent en tête des intérêts blaugrana. Ce mélange de qualité et d'un certain niveau d'inconstance le place en dehors des profils prioritaires pour cette fenêtre de transfert. Sur le plan stratégique, le club a également à l'esprit que, s'il est décidé d'investir une somme aussi élevée pour un ailier, il doit y avoir un alignement total entre la direction sportive, l'équipe technique et l'entourage du joueur. Et bien que le désir de Diaz soit évident, son entrée dans le vestiaire et son adaptation au modèle de jeu génèrent encore des interrogations. À ce jour, selon divers rapports internes, on considère que sa fonction, bien qu'utile, ne représente pas un besoin impérieux pour renforcer l'équipe première. De plus, le Barcelone ne travaille pas de manière isolée sur le marché. Il sait que d'autres grands clubs européens surveillent également sa situation. En particulier, le Bayern Munich l'a dans son collimateur comme candidat pour combler le vide laissé par un attaquant aux caractéristiques similaires. La pression est la même, le prix élevé et le contexte du marché empêchent une négociation simple avec Liverpool. Cet intérêt rival influence également l'analyse culée. Si une voie rapide n'est pas clairement visible, il est préférable de destiner des ressources à d'autres positions qui apportent un impact immédiat sur le terrain et de ne pas prolonger indéfiniment une opération à risque. En parallèle, l'entourage de Diaz continue de travailler. Il a exprimé son enthousiasme pour l'idée de jouer en Espagne et voit l'option culée comme un tremplin vers un projet avec histoire, style, ambition et pression compétitive. Ce symptôme d'enthousiasme a été recueilli avec attention à Barcelone, car il représente que le club génère encore de l'attraction chez les joueurs qui pourraient être liés à des sommes élevées dans des contrats externes. Ce n'est pas un détail mineur qu'un footballeur préfère le projet sportif au-dessus d'une offre économique très supérieure. C'est une reconnaissance du poids symbolique du club, mais aussi symbolique que cela soit. À ce stade de planification, cela ne semble pas suffisant pour investir un volume économique élevé. Le club a également adopté une posture prudente en termes de communication. Il y a une reconnaissance de la qualité du joueur, mais aucun message unifié favorable au recrutement n'a été émis. Ernesto, directeur sportif, et son équipe technique ont maintenu en interne qu'il n'y a pas d'urgence pour ce profil spécifique. Aucun débat public ni rumeur médiatique n'a été promu, indiquant une intention claire de recrutement, ce qui se produit lorsqu'une opération est stratégique. Dans ce cas, la discrétion prime. Il est compris qu'il est préférable de maintenir la prudence, d'évaluer les options, de lancer des contacts exploratoires et de ne pas conditionner le reste de la planification pour un joueur qui, conclut-il, n'est pas une priorité. Dans les cercles internes, on spécule qu'un tournant important sur le marché, soit une réduction significative du prix par Liverpool, soit un message contondant de l'équipe technique demandant le renforcement, pourrait changer la feuille de route. Mais cela, pour l'instant, n'est pas envisagé. La vision majoritaire pointe vers le fait de ne pas lancer une offre formelle, sauf si d'autres joueurs du profil souhaités disparaissent du marché et qu'il y a une opportunité claire d'incorporer Diaz dans des conditions de coût raisonnables. Pensez-vous que l'argent requis est justifié étant donné les besoins de l'équipe, ou est-il préférable d'attendre, de miser sur d'autres profils et d'attendre le moment adéquat? La quatrième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain a intensifié de manière notable son offensive pour obtenir le transfert de Fermín López. Le jeune milieu de terrain, qui est devenu l'une des grandes paires issues de la Masia, voit son avenir au club catalan touché à sa fin. Pendant ce temps, à Paris, les négociations avancent à pas ferme. Selon le journaliste réputé Fabrizio Romano, un accord a été conclu entre le joueur et le PSG pour un contrat de 6 saisons, liant pratiquement l'avenir du jeune joueur en France. Les détails économiques avec le club blaugrana restent à finaliser, où le PSG devra débourser 60 millions d'euros pour convaincre les caisses du Barcelone de le laisser partir. Cette somme, bien qu'élevée pour un footballeur peu consolidé dans l'équipe première, représente une opportunité financière stratégique pour un club qui a besoin d'équilibrer les revenus et de gérer les départs selon les valeurs du marché. Au Camp Nou,
On respire un mélange de résignation et de déception. Fermin Lopez, depuis son arrivée dans l'équipe première, a attiré les regards pour ses performances ponctuelles qui ont démontré sa lecture du jeu, sa décharge immédiate, son arrivée avec critères depuis la deuxième ligne et son énergie infatigable. Mais au milieu des changements tactiques et de l'urgence pour des résultats immédiats, ce talent a été relégué au second plan. L'entourage proche du joueur a signalé que son étape à Barcelone touche à sa fin, conscient que son chemin n'est pas celui espéré au sein de l'équipe première. Le fait que le PSG ait lancé une offre fermée avec un contrat en main transforme, à son avis, cela en est une opportunité unique pour grandir dans un autre environnement d'élite, avec des ressources et un soutien, mais aussi avec un autre contexte compétitif dans lequel il devra se faire une place dès maintenant. L'opération représente, d'une part, une injection économique de haute importance pour le club catalan. La vente de Fermin pourrait libérer 60 millions, une somme qui, en ces temps, apporte une marge de manœuvre pour la planification du marché. Ajoutée à d'autres départs et à la gestion salariale, elle permettrait d'aborder des incorporations dans des zones clés, des milieux de terrain créatifs avec de la profondeur, des renforcements défensifs solides ou des profils sur les côtés qui combinent technique et endurance. C'est l'équilibre entre ce qui entre et ce qui sort. Cependant, cela crée une sensation inconfortable pour ceux qui croient en la potentialisation de la Contra et en la construction depuis l'intérieur. Dans un marché où abondent les joueurs de profil contrastés, perdre un jeune formé à la maison, avec des valeurs, de l'engagement et de la projection, fait mal. Et encore plus si le départ est compris comme une solution rapide et non comme un pari sur son développement. Il a été critiqué que la direction sportive n'ait pas trouvé le moyen d'intégrer pleinement Fermin dans la dynamique collective. Depuis la direction de l'équipe première jusqu'à l'équipe technique, la gestion des minutes et l'intégration des jeunes joueurs semblent avoir cédé le protagonisme face à l'urgence de déployer des alternatives consolidées lors de moments décisifs de la saison. Le résultat immédiat a été de prioriser les expérimentés avant de continuer à faire confiance à un talent avec du potentiel. Le PSG, au contraire, a présenté un projet silencieux mais cohérent. Sa structure de formation mise sur la promotion de la Contra, donnant l'opportunité à des joueurs de 19 ou 20 ans et consolidant un schéma qui combine qualité et projection à moyen et long terme. Fermin s'intègre, c'est ainsi qu'ils l'ont vu. Des questions émergeront qui touchent au cœur du modèle. Le club aurait-il pu mieux gérer son évolution à travers un prêt bien conçu avec une option de retour ou même des rotations plus responsables? À Barcelone, on argumente que l'exigence est maximale, les délais courts et qu'on ne peut pas semer sans garantie structurelle. Mais commencent également à émerger des voix qui demandent à protéger la trajectoire des leurs, ceux qui ont respiré l'ADN du club depuis leur plus jeune âge. Il est légitime que le départ d'un talent encore à confirmer dans l'équipe première se fasse si l'entourage approuve une marge de croissance dans l'entité. Il y a des analyses internes, mais les priorités tactiques immédiates et économiques priment. Le prix de 60 millions est une somme qui apporte une légitimité financière, mais peut aussi s'avérer insuffisant pour matérialiser la douleur de son départ. Ces derniers temps, ce type de montant se justifie lorsqu'on gère une vente pour financer des renforcements concrets ou impulser des projets sportifs ambitieux. De l'extérieur, on peut voir avec perspective un jeune milieu de terrain formé à la maison, avec de la mobilité, de la récupération et de l'arrivée, qui ne grandit pas dans le club et la vente rapporte des ressources pour l'intérieur. La sensation est autre. On perd un footballeur qui pourrait se compléter, se connecter avec l'identité et offrir des solutions sans dépendance externe. Cela pose une tension entre gestion pragmatique et cohérence formative qui n'est pas nouvelle, mais cette fois génère un écho douloureux. Les critiques sur les réseaux sociaux ont déjà commencé. Un supporter pointe. Il part sans qu'on lui ait donné de la continuité. Nous savons tous que ce n'est pas toujours le cas des projets les plus entrepreneuriaux. Un autre écrit. Que nous touchions 60 millions me semble parfait, mais qu'une cession en accord avec sa performance n'ait pas été négociée, lamentable. Il y a aussi ceux qui ajoutent. Si le besoin de liquidité est réel, mais transférer un actif de talent et de projection ne peut pas être le résultat de l'urgence tactique, nous aurons en échange un milieu de terrain encore plus surpeuplé. Il ne manque pas non plus de propositions de ceux qui lui souhaitent de réussir au PSG et de revenir avec des garanties, un contrat et une place. Cette équipe en a besoin. Le fil de débat est interminable, ouvert, viscéral et pleinement enraciné dans le sentiment des supporters du Barça. Fermin ne s'améliore pas en recrutant sans grandir depuis la base. Mais qui le fait mieux, ici ou là-bas? Depuis le bureau de la présidence, on argumente que la transformation exige de l'équilibre, qu'il faut des mesures dures pour soutenir des recrutements d'impact qui renforcent le niveau compétitif et placent la pression sur les retours. La vente de Fermin est une opération économique pertinente qui montre du pragmatisme, mais sera aussi un argument récurrent dans les discussions sur le modèle. Un triangle entre rentabilité sportive,
solvabilité économique et projection formative. Dans ce cas, on mise sur les deux premières, mais on pénalise la troisième. Il y a ceux qui signalent que si les trois facteurs ne sont pas conjugués, ce qu'on obtient est un court-termisme qui vide la contrat. Que pensez-vous du probable recrutement de Fermin Lopez par le PSG pour 60 millions et 6 ans de contrat? Pensez-vous que la vente apporte de la prudence et du muscle économique pour le Barça, ou qu'elle suppose de donner une option de croissance qui aurait dû avoir une gestion différente? Doit-il pouvoir revenir lorsqu'il sera un footballeur consolidé, ou est-il déjà trop tard?